Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Amis auditeurs du Café Presse Politique, bonjour, bienvenue sur Radio 1. Nous avons le plaisir de vous accueillir à nouveau le mercredi. La semaine dernière, c'était le jeudi. On avait décalé d'une journée. On espérait avoir les deux détenus libérés pour les avoir avec nous sur le plateau. Malheureusement. Et ils sont toujours pas revenus une semaine après. On attend toujours les promesses les promesses de la présidence, on va pas dire du président de la République, de libérer une partie de ces détenus. Avec nous pour cette émission particulière, nous avons le grand plaisir d'accueillir Maître Bouchachi, Mustafa Bouchachi. مرحبا بك. مرحبا بك. مش أول مرة في راديو أما. مش أول مرة، هذه ثالث مرة أظن. الله يبارك. Mustafa Bouchachi, c'est difficile de vous avoir avec nous في البلاطو. شوية في بعض الأحيان صح، مع شوية المشاغل مع شوية الآخر، ومن اللي بدأت شوية الكورونا عدنا شوية نخافوا. وصعب المسافات محترمة. المسافات محترمة. Karim Kébir, merci beaucoup d'être avec nous, journaliste à Liberté. Je dis à Liberté, mais vous n'engagez pas le point de vue de Liberté quand vous parlez, évidemment, et on peut le rappeler ici. Marhaba. Merci. Karim Kébir qui me permet de maintenir le logo Café Presse Politique. Donc on est toujours une majorité de journalistes par rapport à la Mujtama al-Madani ou le Baghi Ta'annas. Nous aurons avec nous, parce qu'on va évoquer pendant un moment la Constitution et le projet constitutionnel du président Tebboune. Nous aurons avec nous Massan Cherbi à partir de Paris, j'imagine à partir de Paris, il est en France, mais je ne suis pas sûr qu'il soit à Paris. Docteur en droit constitutionnel, spécialiste des constitutions comparées, qui a déjà intervenu à Radio M. Et puis en fin d'émission, on va évoquer la disparition de Abdelmalek Droudkel. C'est bien Abdelmalek. Ouais. Droudkel, donc ancien émir de l'AQMI, ancien émir de l'AQMI, depuis 2004, qui aurait disparu au Mali, tué par l'armée française la semaine dernière. On voulait faire marquer cette pause pour évoquer un épisode important de l'histoire de ce pays de ces dernières années, avec notre grand spécialiste des questions géopolitiques et sécuritaires, Akram Khrief, directeur de MENA Défense. Voilà un peu le menu qui est dressé devant nous. Oustad, المرة الأخيرة اللي اتصلت براديو ام كنت راجع من الابيض سيد الشيخ. نعم الابيض سيد الشيخ دخلت في ما راناش ساكتين وكنت مؤثر كثير من الشيء اللي عشته هذاك النهار. Alors, on va parler de cette affaire-là parce qu'on nous a fait le reproche d'avoir trop parlé des ténors du Hira qui sont en prison. Karim Tabou, Samir Belarbi, on a beaucoup d'interactions avec le public. Vous avez consacré une émission en ne parlant que de ces ténors-là, alors qu'il y a des Hirakis qui sont un peu dans l'anonymat. On a l'occasion aujourd'hui avec Mustafa d'évoquer les autres détenus qui sont un peu à travers le pays. Et ils avaient été lourdement condamnés. Il s'agissait de l'Arbi Tahar et de Boudiaf, donc des النشطاء في المنطقة. النشطاء في الأبيض سيدي الشيخ بسبب المتابعة واعتقالهم وإيداعهم الحبس هو لمنشورات حول منشورات اللي اعتبرها وكيل الجمهورية بأنها مساس برئيس الجمهورية بالنسبة للمتهم الثاني بوضياف، لأنه نشر طبعا تحدث رأي سياسي فيما يخص الحالة السياسية تاع البلاد، ونشر لا كونفوكاسيون اللي جات للعربي الطاهر بأنه راهو مستدعي للشرطة وبعد ذلك المحكمة. هذين الواقعتين اللي دخلوهم على جالهم للحبس ودانوهم ب 18 شهر دفاع، ونحن كنا متفائلين بأن هذه الوقائع ما تشكلش جريمة حقيقة، هي وجهة نظر وليس فيها لا سب ولا قذف،
بالنسبة لشخص السيد رئيس الجمهورية. على هذه أنا متفاجئ لهذه الأحكام، ولكن عشنا أسبوع اللي كثير من المحاكم عبر التراب الوطني اللي أدانت حراكيين ومدونين في مواقع التواصل الاجتماعي من سنة إلى 18 شهر. لهذه اعتبرنا بأن هذا شيء خطير وهناك تراجع. تساءلت لماذا في هذه الفترة عشرات بل ربما تصل إلى 100 تمت متابعتهم في شهر مارس وأفريل. كنا نعتقد بأن النظام السياسي راح يستغل هذه الفرصة وينفتح على الناس، لكن العكس اللي وقع هو أنه استغل الوباء والحجر الصحي ودار متابعات في جميع مناطق الوطن. طبعا نحن كمحامين وكملاحظين للحالة السياسية والقانونية، هل هذه المتابعات هي سياسة عامة في كل مناطق الوطن وفيها خلفيات سياسية وأمنية، أم أنها بمبادرة من المحاكم المختلفة؟ أجد صعوبة أن أصدق بأن وكيل جمهورية في الأبيض سيدي الشيخ أو وكيل جمهورية في صدراتة أو سوقهراس أو برج بوعريريش أو لاربعة أو تيكزيرت البارحة بأن هؤلاء جميعا اتفقوا على فتح مواقع التواصل الاجتماعي واعتقال هؤلاء. إذن هناك أوامر حقيقية على هذه مست كل النشطاء، ونتأسف كثير. لماذا؟ لأن هذا إلى جانب أنه يضر بالجزائر، يضر بالنظام. العالم اليوم اللي مهتم بمحاربة الوباء، عندما نظام سياسي في عز أزمة صحية يهتم بالناس اللي يكتبوا في مواقع التواصل الاجتماعي، أنا نقول هذا يضر الجزائر، ولكن يضرهم إلا إذا كان بعض الإخوة داخل النظام يعتقدون بأن بهذه الطريقة يمكنهم تكسير الحراك، تكسير الثورة السلمية. أعتقد بأنهم يخطئون كثيرا. وهذا هو السؤال، هل يعتقدون أنهم يقدروا يكسروا الحراك بهذا الأسلوب؟ كريم كبير، on parlait avant de rentrer dans le studio d'un sentiment de peur qui est en train de s'installer. On va savoir si le sentiment de peur touche tous les Algériens. J'espère que non. Mais dans les rédactions, on le ressent finalement. Quelque part, c'est peut-être lié à ces publications qui sont maintenant, qui font l'objet de poursuites pour ceux qui les font, etc. Le climat est quand même lourd. Absolument. Parce que Maître Bouchachi vient de le dire, en tout cas de façon détaillée. C'est-à-dire, on a le sentiment quand même, il y a une forme d'escalade dans les arrestations. C'est-à-dire même avant, bon, on était dans un contexte, mais quand même, après la crise sanitaire, on s'est dit que peut-être quand même, il y aura un peu de sagesse, parce que bon, tous les gens sont confinés chez eux, donc ils n'ont que l'espace que uniquement les réseaux sociaux, qu'il n'y a pas de raison à ce qu'on poursuive des gens uniquement parce qu'ils ont publié des textes où ils ont dit, il y a des gens qui m'a avec Brahim Lalami, le Hirakis de Sétif, celui qui Lalami, c'est Borj Baraj. C'est-à-dire il y a des gens pour la simple c'est les mimes, c'est Walid Kshida, voilà. Oui. Et puis parce qu'ils ont dit que ils ont donné des avis, ils ont fait un bilan de l'action du président, ils se sont retrouvés, ils ont été arrêtés. Donc je crois que la preuve est donnée en tout cas que cette crise sanitaire
a été une aubaine pour le pouvoir d'éliminer, d'essayer d'étouffer définitivement le Hirak. Et comme d'habitude, parce que pour eux, le fait que quelqu'un sur les réseaux sociaux s'exprime sur le mouvement ou parce qu'ils appellent qu'il faut revenir, qu'il faut le renforcer, tout ça. Donc ils pensent comme d'habitude, je pense d'ailleurs c'est la seule recette qu'ils ont, c'est de recourir à la répression. Mais est-ce que paradoxalement, ils sont pas en train de produire le contraire, parce que moi, comme tout le monde, j'essaie de suivre. Je vois l'inverse. Je vois que les gens sont en colère. Et puis il y a aussi la crise économique qui vient se greffer. Pas plus loin qu'il y a 2 jours. Il y a des gens qui commencent à couper des routes à cause de la hausse des carburants. Donc ce ne sont que des indices. Ça veut dire que la méthode qu'ils ont choisie, je ne pense pas qu'elle sera fructueuse à terme. Peut-être dans l'immédiat, certainement, ils peuvent contenir d'une certaine façon, mais pas à terme, mais c'est impossible. Donc tout ce climat de terreur, parce que je l'appelle un climat de terreur, moi, en tout cas. Ça s'est répercuté, je pense, sur tous les segments, pas seulement la presse, ou même les syndicats. Moi, j'ai vu quand même des activistes, des syndicalistes et tout ça, qui ne sont pas très actifs sur les réseaux sociaux, contrairement à avant. Ça, c'est un indice tout de même. C'est important, ça. Pourquoi ? Parce que les gens, maintenant, mesurent ce qu'ils écrivent, c'est-à-dire ils prennent la mesure de ce qu'ils écrivent sur les réseaux sociaux. Ce n'est plus comme avant, ils reproduisent, ils relaient des vidéos, des commentaires, ils donnent des slogans, mais tout ça, ça a disparu, même chez des acteurs de la société civile les plus en vue, même chez certains syndicalistes. Donc tout ce climat a créé une forme j'allais dire d'autocensure. Absolument. Et pas seulement dans les rédactions. Absolument. C'est pour ça que, encore une fois, c'est-à-dire l'espoir repose sur le Hirak. Parce que seul lui, c'est-à-dire le mouvement du Hirak, qui peut, encore une fois, redonner cette alors ça m'oblige à changer un peu la feuille de route de ce café presse politique, puisqu'on a ça laisse penser que le Hirak, finalement, c'est un état d'esprit, c'est une prise de conscience du peuple algérien, que les choses doivent changer, etc. Mais ça s'exprime beaucoup par la prise de l'espace public, par les manifestations et tout ça. صباح ضروري أنه الشعب ربما يرجع الفضاء العام، لكن في الظروف تاع الكورونا فيه اشكال بالنسبه للوضع. اكل مومون يفو ريفنير بدات تداول بعد كان مبادرات تاع تاريخ مشى تداول تاع 19 juin. Moi je le dis parce qu'il circule dans les réseaux sociaux. Il y en a qui ont proposé le 5 juillet. Il n'y a pas d'accord sur la parce que les situations sanitaires elle n'est pas stabilisée. J'aimerais avoir le point de vue de maître Bouchachi sur la question. طبعا كاين إخوة وشباب النشطاء من ولايات مختلفة اتصلوا الأسبوع الماضي وخلال هذا الأسبوع ويطرحون فكرة هل من الحكمة العودة إلى الحراك يدفعهم إلى التسرع. هذه المتابعات والإحساس بالظلم والإحساس بالقهر اللي يخليهم قال كي كنا نخرجوا ما كانوش يتجرؤوا باش يديروا الشيء هذا، لأن راهم مستغلين الحجر الصحي وعدم إمكانية الجزائريين باش يخرجوا باش يتنقلوا ويديروا في الشيء هذا. حابين الناس تخرج في يعني بطريقة مستعجلة شوية. أنا الرأي تاعي وقلت للإخوة بأنه يجب أن لا نتعجل الأمر. أولا ما نقدروش نحن نناضل سلميا من أجل الديمقراطية. الديمقراطية هي للجزائريين والجزائريات. إذا الوباء ما زال منتشر وممكن يضر بشعبنا، احنا لا نريد ديمقراطية بدون شعب. الهدف في نهاية المطاف هو شعب يتمتع بصحته ويتمتع بحريته وكرامته. على هذه نقول بأن يجب أن لا نتسرع، يجب أن نستمع
إلى الخبراء، يجب أن نبقى ملاحظين للتطور بناء على المعلومات اللي تديرها المؤسسات الرسمية، بأننا يجب أن نبقى حذرين وما نتسرعوش إلى أن يزول الوباء ويرفع الحجر الصحي كلية. بعد ذلك نفكر في الرجوع، لكن دائما نقول بأن هذه ثورة شعبية لكل الولايات ولكل الجزائريين والجزائريات. يجب أن لا يكون هناك مجموعة من الأشخاص هم اللي يتخذوا قرار، يجب أن نفكر جماعيا يعني الناس الكبار، الشباب، المجتمع المدني، ربما الطبقة السياسية، الإخوة المثقفين والصحفيين، ونفكر جماعيا متى هو الوقت المناسب باش نرجعوا إلى المسيرات السلمية. لماذا؟ لأن يجب أن نفهم بأن هذه الثورة السلمية، هذا الحراك المبارك، هو ليس قضية خروج، هي قضية وجدانية، قضية فكرية. اليوم الضمير الجماعي للجزائريين والجزائريات، حتى بعض الناس اللي كانوا ضد الحراك اكتشفوا بعد فترة أو بعد الانتخابات بأن الحراك الأهداف تاعو ما تقدرش تتحقق في ظل هذا النظام. على هذه يجب أن نبقى حذرين ونأخذ الوقت الكافي ونستمع إلى الخبراء فيما يخص فكرة عودة المسيرات السلمية. Alors la pandémie, le Covid-19, il a évidemment été défavorable le mouvement populaire puisqu'il s'est retrouvé en position défensive. أصابوا القمع تاع الحكم، استغل الفرصة هذه إلى آخره. لكن dans le même temps, on a aussi le sentiment que l'agenda du pouvoir a été perturbé par cette pandémie, par le confinement. Je pense notamment au projet de révision constitutionnelle qui est un événement aujourd'hui. Bon, nous on va en parler parce qu'il faut à un moment donné toucher un mot de l'organisation institutionnelle du pays dans l'avenir. Mais on a quand même le sentiment que c'est raté, que le débat national que voulait créer la présidence autour du document remis par la commission, etc. Tout ça c'est raté. On a quelques acteurs qui essayent de mettre en avant ce projet-là, et c'est tellement raté on pense que ça va se passer de la même façon qu'en 2017, c'est-à-dire que c'est la même majorité parlementaire qui va l'adopter. On n'est pas sûr que le Istifta Shabi, le référendum populaire, puisse se tenir normalement parce qu'il y a une démobilisation complète par rapport à ça. Est-ce que ce n'est pas aussi un échec pour le pouvoir de ce point de vue-là, ce projet qui était un moment fort de l'agenda d'Abdelmadjid Tebboune? Je pense, Ihsan, on l'a dit à plusieurs reprises, ce pouvoir n'a plus de recettes. Il n'a plus de recettes. Il agit toujours de la même manière. C'est la même façon qu'il a fait passer la Constitution de 2016, celle de 2008, de 2009, celle d'avant. C'est-à-dire, à chaque fois, il n'a que la même recette, c'est-à-dire de faire semblant, créer une forme de théâtralité pour faire passer la Constitution. Parce que tout de même, on ne peut pas parler de débat quand la mouture de la Constitution, elle n'est même pas accessible aux Algériens. Les Algériens ne savent pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a les acteurs politiques. Et quels acteurs politiques? Ce sont ceux qui sont les plus intéressés. Soit vous avez des partis qui sont opportunistes parce qu'ils veulent se replacer, soit c'est leur propre clientèle qui est là, qui applaudit. Il applaudit Bouteflika, il applaudit le premier mandat, le deuxième, le troisième, l'arrêt du processus, il applaudit, c'est tout. C'est-à-dire, leur fonction, c'est d'applaudir. Et puis, vous avez ceux qui ne se sont pas inscrits complètement. Là, ils ont le mérite d'être clairs. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont uniquement distribué cette constitution, ils leur envoient des propositions. Et là, aujourd'hui, je crois que hier, le porte-parole de la présidence l'a tout de même avoué. Il a dit qu'ils vont, soi-disant, prolonger pour essayer, soi-disant, d'élargir le débat et en même temps essayer dans l'espoir de draguer de nouveaux acteurs politiques qui peuvent encore... C'est l'aveu d'un échec. Et ils vont leur ouvrir un peu les canaux. Et je crois qu'on commence à voir certains indices à travers certains acteurs qui étaient, ça fait pas longtemps,
empêchés ils sont même pas invités et puis subitement ils se retrouvent, ils passent d'un plateau à un autre. Donc ce sont je ne pense pas qu'ils ont atteint leur objectif, mais eux de toutes les façons, je crois qu'ils s'en foutent. Le plus important pour eux, c'est de créer un minimum de conditions pour organiser le référendum et la faire passer à n'importe quel pourcentage, et peut-être le maître sera d'accord avec moi. Nassan Sanchelbi, vous êtes avec nous? Oui. Oui, alors est-ce que quand même on s'attendait à ce que le projet de texte de révision constitutionnelle soit une occasion pour reprendre la main politiquement pour la présidence? Un président, je ne vais pas dire mal élu, enfin pour moi c'est pire que mal élu. Enfin, moi je fais partie des gens qui pensent qu'elle a été placée par l'armée là où il se trouve, donc on est dans un déficit de légitimité qui est très très important, et la révision constitutionnelle aurait pu être l'occasion de reprendre une initiative forte. Et le texte, par rapport à ces promesses de faire évoluer le système, de réduire les prérogatives présidentielles, et de ce point de vue un ratage. Vous faites partie des spécialistes qui a expliqué en quoi ce texte n'est pas à la hauteur des promesses du président. On peut retenir encore 2 ou 3 aspects pour le rappeler à nos amis auditeurs de ce rendez-vous manqué. La procédure prédétermine le fond. Montesquieu disait déjà au XVIIIe siècle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il ne faut dès lors pas attendre d'un homme qui dispose des pleins pouvoirs qu'il s'en déleste de lui-même. Oui. Or, ici, il s'agit d'une initiative présidentielle. Selon la formule déjà suivie depuis l'affaire du Majestic, qui a été constitutionnalisée dans la Constitution de 1976, qui est toujours en vigueur sur ce point. En effet, en Algérie, seul le président a l'initiative de la révision de la Constitution. Chose qui est absolument unique dans toute la Méditerranée. Dans toutes les autres constitutions maghrébines, le Parlement a, à concurrence du président, du roi, voire du chef du gouvernement, l'initiative de la révision de la Constitution. En Turquie, seul le Parlement a l'initiative de la révision de la Constitution. Tandis que dans d'autres pays, comme la Suisse ou la Californie, le peuple a lui-même l'initiative de la révision de la Constitution. Dès lors, la procédure prédétermine le fond et, sans surprise, le président reste seul à l'initiative de la révision de la Constitution. C'est au-delà des proclamations formelles sur la souveraineté du peuple, il est le souverain matériel, nonobstant la question du souverain réel. Le président de la République dispose seul de l'initiative du référendum, en réalité plébiscite césariste. Le président de la République conserve sous certaines conditions la possibilité de prendre des ordonnances. Le président de la République dispose du pouvoir réglementaire autonome. Il nomme les walis et les généraux. Il dispose des affaires étrangères et de la défense nationale. Peut décréter l'état d'urgence, l'état de siège ou l'état d'exception sans aucun contrôle a priori. Le tout sans contrôle parlementaire, ni contre-seing premier ministériel, non plus sans pouvoir encourir aucune responsabilité politique ou pénale, ni a fortiori un hypothétique recall, référendum révocatoire. L'autoritarisme du régime est totalement intact. Qu'est-ce qui a baissé quand même dans les prérogatives du président? Parce qu'il y a des interprètes de la Constitution, enfin du projet de texte, qui disent qu'il y a des prérogatives qui ont été réduites. Est-ce que vous en voyez quelques-unes? Notamment par rapport au recours aux ordonnances législatives. Tout à fait. Juste préalablement, l'autoritarisme a été renforcé par la création du poste de vice-président. C'est la clé de cette révision constitutionnelle. Car en effet, au-delà des droits et libertés de l'inflation de droits et libertés fondamentales, ce qui est une technique du régime depuis 1976. En 1976, par exemple, on proclamait l'abolition de l'exploitation de l'homme par l'homme, de très hauts principes. À chaque révision constitutionnelle, on en fait de même. Mais derrière, on renforce l'autoritarisme. Et ici, la clé de cette révision constitutionnelle, c'est le poste de vice-président, qui n'a rien à voir avec le poste de vice-président américaine. En effet, aux États-Unis, le vice-président est élu en même temps que le président américain. Ici, il est nommé facultativement par le président de la République afin de lui succéder en cas de décès ou de démission et de terminer ainsi son mandat. C'est-à-dire que le président peut choisir un illustre inconnu pour lui succéder, ce qui est particulièrement peu démocratique. Donc, ça... Et il peut lui succéder dès le début de son mandat jusqu'à la fin du mandat, si jamais un empêchement. Toute la période du mandat. Autoritaire, effectivement. Et ça, c'est la clé de cette révision constitutionnelle qui permet au régime de se pérenniser au-delà de la limite des 2 mandats présidentiels, puisqu'on est revenu à la limite des 2 mandats présidentiels en 2016, qu'elle est renforcée désormais dans l'avant-projet de révision. Mais pour la contourner, on peut se choisir désormais, le président peut se choisir, voire l'état profond dans la réalité, un successeur. Donc c'est vraiment le point le plus important de tout l'avant-projet. Tout comme par exemple en 96, on avait introduit le Conseil de la Nation, qui était cette chambre haute, qui était censée brimer la chambre basse du Parlement élue au suffrage universel direct.
en permettant au président de la République d'avoir un veto indirect via cette chambre. D'ailleurs, le président nomme toujours un tiers des membres du Conseil de la Nation, chose absolument unique dans toute la... Et il l'a fait cette semaine pour une partie de ce tiers. Tout à fait. On est dans le même cadre. Alors, je vais à ce stade-là, avant de vous poser une deuxième question, Massan Sanchabi, me retourner vers Maître Moussa Bouchachi. Est-ce qu'on pouvait espérer... j'ai bien aimé la formule de Massan Sanchabi. On ne peut pas attendre d'un autocrate qui a autant de pouvoir qu'il s'enlève à lui-même ses pouvoirs. On s'est peut-être un peu trompé en pensant que la Constitution allait être l'occasion de récupérer une partie des acquis politiques que le Hirak n'a pas pu gagner en 2019 et Djibon le Bissat al-Akhdar la Constitution. Finalement, ça va pas se passer comme ça. لا أولا أنا كما قال الأستاذ أنا عندي تحفظات على هذا الدستور من ناحية الشكل ومن ناحية الموضوع. من ناحية الشكل الطريقة اللي يقترح بها الدستور هي طريقة غير ديمقراطية. طريقة غير ديمقراطية. في كل الأنظمة الديمقراطية ممثلي الشعب ليس الملك أو الإمبراطور أو الرئيس هو الذي يقوم بوضع دستور. وطبعا تلتجئ الدول إلى برلمان تعطيه مهمة وضع دستور بعد نقاش. الإخوة في تونس داروا الآخر مجلس لوضع مجلس تأسيسي أو يدار مجلس تأسيسي وتشريعي وتشريعي في نفس الوقت يعني ولكن تكون مهمته الأساسية هو وضع دستور. إذن الطريقة أولا غير ديمقراطية. ثانيا لا يمكن مناقشة وثيقة بهذه الأهمية في زمن الكورونا في زمن الحجر وتبعت انتايا وثائق للناس وقال اكتبوا لي وش رايكم في هذه الوثيقة. هذا ليس نقاش مجتمعي. ثالثا دائما من ناحية الشكل طبعا نقدر نتفهم بأنه في الحملة الانتخابية قال نوضع الدستور. توضع دستور دير ندوة وطنية يشارك فيها الجزائريين والجزائريات ولو أنهم ليسوا منتخبين وبعد ذلك يتناقشوا هل يريدون نظام رئاسي نظام برلماني. يتناقشوا مخرجات النقاش لندوة جامعة. مخرجات النقاش بعد ذلك تعين لجنة. هذه اللجنة تقوم بصياغة مخرجات الندوة من الناحية التقنية ولكن أن تقوم بتعيين لجنة تقنية وتعطيها الخطوط العريضة. والخطوط العريضة اللي أعطوها للجنة لأن لا أعتقد بين الإخوة الأساتذة اللي في اللجنة هما اللي داروا هذه المسودة وداروا بالرئيس إمبراطور في الجزائر الجديدة ما نظنش وإنما هي توجيهات الرئاسة. على هذه من ناحية الشكل الوثيقة مرفوضة. ثاني من ناحية الموضوع عندما تقرأ الوثيقة هذه لا تؤسس لأي انتقال ديمقراطي. هذه وثيقة تؤسس لاستمرار نظام شمولي نظام فردي. الخطورة إلى جانب ما قاله الزميل تعيين نائب الرئيس اللي يقدر يكمل العهدة تاعه وما كانش هناك معايير لفكرة اختيار نائب الرئيس وإنما هوى الذات نعين شكون اللي نحب نائب الرئيس وهذا أمر دستوري. لكن إلى جانب هذا ما نعرفش أنا في دستور أو في دولة تدعي الانتقال إلى الديمقراطية إلى جزائر جديدة وتؤمن بالسيادة الشعبية أن الرئيس غير ملزم بتعيين رئيس حكومة
من الأغلبية الفائزة في الانتخابات. أعرف أضعف الإيمان. هذا أضعف الإيمان، ونحن نعرف كيفاش دير الانتخابات، ولكن أضعف الإيمان. هذا نفس الشيء داروا بوتفليقة، كان حزب جبهة التحرير يفوز بالانتخابات التشريعية ويحيى تاع لاراندي يتعين رئيس حكومة. معناه هذا ليس رئيس جمهورية، هذا إمبراطور. أكثر من ذلك، شوف الرئيس يتدخل في التشريع، يحل البرلمان، يدير فيتو على قوانين يديرها البرلمان، يدير فيتو ويرجعها لهم، قال هذه ما عجبتنيش، لما يعاودوا يرجعوا لازم يصوت عليها الثلثين. معناه أنه يتدخل في التشريع إلى جانب التشريع عن طريق الأوامر. أبسط حاجة، وعنده الثلث لو تير في السينا كي لي بيرمي هذه في التشريع من تدخل مباشر. كان الإخوة عرضوني، تمناوا لو كان ما عرضونيش، داروا ندوة بعد ما داروا مجلس الأمة في الوراسي، وقالوا مجلس الأمة تجسيدا للديمقراطية. لما تناولت الكلمة قلت لهم في ذلك الوقت، قلت لهم احنا نعرف واحد الاخر اللي فو باراج تاع الارهابيين، كانت في التسعينات. في التسعينات قلت لهم هذا سيتان فو باراج للديمقراطية. لماذا؟ لانك يعني تتحكم في السلطة التشريعية بطريقة غير مباشرة. أكثر من ذلك، هذا الرئيس اللي عنده كل الصلاحيات يحل البرلمان هكذا، يقدر ما يكون عنده حتى سبب. هذا اللي عنده كل الصلاحيات، لا هي أكثر من صلاحيات ملك المغرب في الدستور المغربي. أكثر من ذلك، هذا ليس مسؤول سياسيا وليس مسؤول قضائيا. على هذه أنا نقول في نهاية المطاف، هذه الوثيقة، هذه المسودة لا تحتاج إلى نقاش. هذه المسودة يجب أن تسحب، لأن المشاركة في النقاش هي إعطاء نوع من المصداقية أمام الرأي العام. قال من الناس شاركوا فيها وأدلوا بآرائهم. Massin Saint-Cherbi, Maître Bouchachi dit que c'est un document qui devrait être retiré dans le contexte de ce qui s'est passé depuis le 22 février 2019 en Algérie. On peut parfaitement le comprendre. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer de système? La Constitution actuelle ne permet pas de faire une révision fondamentale de la Constitution sans passer par le Parlement. Or, le Parlement, il est dominé par le FLN et le RND, renouvelé, relooké. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et en plus, un tiers des membres du Conseil de la Nation sont nommés par le président. Oui, c'est bien de le rappeler, oui, encore une fois, oui. Et comme vient de le dire Maître Bouchachi, nous sommes dans une constitution où en fait, en réalité, il n'y a pas de contre-pouvoir au-delà de la proclamation formelle de la séparation des pouvoirs. Et or, la responsabilité, la contrepartie du pouvoir, c'est la responsabilité. On a un président qui a les pleins pouvoirs sans être aucunement responsable, et ce qui est tout à fait problématique et très autoritaire en réalité. Donc, en vertu de la Constitution actuelle, il est impossible en fait de réviser la Constitution par le bas. On distingue en effet deux types de façons d'écrire une constitution, par le bas ou par le haut. Le système de la charte octroyée monarchique, qui est suivi en Algérie depuis 63 et qui a été constitutionnalisé en 76, et la constitution écrite par le bas, par le peuple, notamment via une assemblée constituante. Et en vertu de la constitution actuelle, c'est totalement impossible puisque seul le président a l'initiative de la révision de la constitution et que le Parlement peut tout au plus depuis 1996 proposer à Sa Majesté présidentielle une révision de la Constitution que le président est tout à fait libre de refuser, qui est unique en Méditerranée, je le répète encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'ont fait les Tunisiens? Parce que les Tunisiens, en 2011, ils étaient un peu dans la même situation. C'est-à-dire qu'une fois qu'ils avaient renversé leur président autoritaire, qu'allaient-ils faire? Ils savaient que s'ils allaient vers des élections présidentielles en vertu de la Constitution 1959, constitution autoritaire, ils allaient vers la reconduction du régime autoritaire. Ils allaient élire un président despote. Donc, plutôt que d'aller élire un président despote, qu'est-ce qu'ils ont fait? D'abord, par le décret-loi du 23 mars 2011, ils ont gelé la Constitution de 1959
dissout le Parlement illégitime, dissout le Conseil constitutionnel illégitime, et mis en place une petite constitution provisoire, car il n'y a pas de vide constitutionnel, c'est un pur mythe, Oui. une petite constitution provisoire portant sur l'organisation des pouvoirs publics. Et une fois que l'Assemblée constituante a été élue pour écrire la Constitution, eh bien, cette Assemblée constituante a écrit sa propre petite constitution à travers la loi du 16 décembre 2011 qui a abrogé la constitution autoritaire de 59 sans suivre les formes de cette constitution autoritaire. C'est un itinéraire qu'on nous a présenté comme dangereux en Algérie. Institutionnellement. Alors, une dernière question avant de vous libérer, Massansen. On nous a dit que ça allait laisser un vide institutionnel, mais après l'élection du président de la République le 12 décembre, on pouvait penser qu'on pouvait revenir à un processus constituant de ce type, puisque la fonction présidentielle était sauvegardée, et donc on pouvait revenir au peuple pour qu'il choisisse sa constitution. Il y avait plus de sécurité institutionnelle. Du point de vue des intérêts du système, hein, on pouvait penser qu'il allait permettre cette ouverture. Oui, mais encore une fois, voilà, c'est fort naïf. Hein. Je répète encore une fois la citation de Montesquieu, tout simplement parce que c'est du bon sens. Hein. Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Il faut évidemment pas attendre d'un homme qui dispose des pleins pouvoirs qu'il s'en déleste de lui-même. Et donc c'est une option tout à fait naïve, alors qu'au contraire, l'abrogation de la constitution autoritaire et la mise en place immédiate d'une petite constitution provisoire visant à organiser les pouvoirs publics avant la constitution démocratique est une solution qui est bien connue du droit comparé, que l'Algérie d'ailleurs connaît très bien, puisque l'Algérie a connu 5 petites constitutions dans son histoire. Après des ruptures, oui, effectivement, on peut le rappeler. Massansen Cherbi, merci beaucoup de nous avoir accompagnés pendant ce café presse politique. On commence à approcher du temps où il faudra mettre un thème à cette émission, parce qu'il y a le couvre-feu. On vous refera appel au moment où on avancera un peu dans ce qui ressemble à un débat, mais qui n'en est pas tout à fait un. Merci beaucoup. Merci. On va prendre contact avec Akram Khalif pour terminer cette émission. En attendant, j'ai posé une question de pure politicienne à notre spécialiste politique Karim Kébir. Est-ce qu'on peut penser que Abdelmadjid Tebboune va présider et Jarrad gouverner avec la majorité RND-FLN jusqu'à la fin de la mandature? Est-ce qu'on peut imaginer cela? Après tout ce qui a pu être dit sur le FLN-RND, le soutien au 5e mandat, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut imaginer aujourd'hui? Écoutez, je pense qu'eux, il y a un déficit de légitimité. Donc, ils sont obligés à chaque fois de chercher une nouvelle légitimité. Je pense qu'ils cherchent à exploiter justement le référendum, ce référendum sur la Constitution, pour essayer un peu de se donner un peu de légitimité. Mais de là à ce qu'ils s'appuient sur les alliés traditionnels, je crois que ça sera comme aurait dit Abdel Ramadan au Parti communiste, c'est-à-dire il faut qu'ils agissent comme un soutien-gorge, c'est-à-dire ils doivent soutenir mais sans s'afficher. Donc je pense que ça sera la méthode qu'ils vont adopter. Mais parce que la façon que le porte, voilà, Belaïd, il a tenu à démentir que Tebboune ne fait pas partie du FLN, tout comme Jarrad. Je crois que le message est assez éloquent quand même. C'est-à-dire qu'il ne veut pas s'encombrer quand même avec des partis qui sont rejetés par les Algériens. Mais tout de même, en sous-marin, ça reste toujours, ils ont des réseaux dans l'administration, dans les assemblées locales, un peu partout, qui peuvent les aider tout de même à faire avancer leur projet, en tout cas leur mouture. On peut donc imaginer qu'à un moment donné, il y aura des élections législatives peut-être à Mousbaka avant le terme, une fois que le cadre constitutionnel nouveau. Et dans ce cadre-là, il y a un niqash انطلق أصبح جاري الآن في الحراك نعتبر ما بين النشطاء فيه تيار يظن باللي الحراك دار غلطة كما ما كانش عنده مرشح انتخابات رئاسية في 12 الاسم تاعه كان ما بين الاسماء الدولة هذاك الوقت باش تكون ممثل الحراك قال فينالمون غلطنا ما دينا حتى شيء كي يجيو الانتخابات التشريعيه ما نزيدش ندير نفس الغلطه لازم يكون عندنا ممثلين باش نحرجوا الحكم ما نخليوش يتنافسوا مع روحه وحده ونخلق ربما ظروف جديده للتغيير.
ما بين الناس اللي يدافعوا على المنطلق هذا والراي هذا كان اسلام بن عطيه مر عندنا في الحصه تاع ليندا عبو. انا كان بودي ناخذ الراي تاعك في القضيه هذه تاع ربما بالنسبه للانتخابات التشريعيه الحراك يقدر يكون فيه انشقاق بالنسبه للموقف السياسي اللي ياخذه. كان نتفق على 12 في نهايه المطاف باللي ما يلزمش المشاركه، لكن بالنسبه للتشريعيات ربما شوف اعتقد بان الاخوه في الحراك يمارسوا النضال من أجل تغيير حقيقي في الجزائر، وهو الذهاب إلى ديمقراطية. أن تقبل أن تشارك في ظل التشريعات القائمة، في ظل المؤسسات القائمة التي عودت نفسها أن لا تحترم القانون، أن تزور، أن لا تعطي رخص لتجمعات. على هذه نقول بأن المشاركة تصبح مشاركة ديكور أكثر منها إمكانية أن يحدث تغيير. على فرضية أن بعض الإخوة وسمعت قال نديروا أحزاب وبعد ذلك نشاركوا في التشريعيات ونحاول أن نغير من الداخل. أنت تفكر بأن ذلك شيء ممكن. النظام لو عنده رغبة حقيقية في التغيير من الداخل كان يسمح بانفتاح حقيقي. هذا يحب ناس يديروا ديكور. لماذا؟ لأنه يتحكم في الآلة الانتخابية، يتحكم في الإدارة، وبالتالي لما تشارك ربما لا يمكن أن تؤدي إلى أي تغيير في المستقبل. تتكلم من منطلق ربما تجربة شخصية. كنت نائب على قائمة الأفافاس حزب في البرلمان وانسحبت. لماذا؟ لأن كنت نعتقد بأن المشاركة وأن يكون عندك منبر في البرلمان ممكن أن تحدث أي تغيير. لما دخلت شفت باللي في نهاية المطاف يعطيوك التدخل تاعك 2 دقائق 5 دقائق تم في البرلمان، وبعد ذلك كل ما تقترحه كل ما تحاول القيام به مرفوض من طرف النظام. لأن المؤسسات التشريعية هي مجرد مكاتب أو نيابة مديرية في وزارة من وزارات السيادة. الكل يدرك بأن بهذه الطريقة لا يمكن أن نغير، ولكن في نفس الوقت هناك ضرر كبير على الحراك، على نفوس الجزائريين والجزائريات. قال باللي هام الناس يدخلوا وما داروا والو، فتخلق نوع من الإحساس بالقهر والفشل والتشاؤم عند الشعب. على هذه نقول للإخوة نفهم وأظن بأنه شيء مشروع، ولكن في نفس الوقت هذا خطورة على الثورة السلمية. لا نريد أن نشارك النظام بقوانينه ومؤسساته ورجالاته. هذا نظام اللي عنده 48 والي يتسابقوا ويتنافسوا شكون اللي يزور أكثر النظام، وما تقدرش تتحكم انت في الإدارة أو في العملية الانتخابية عندما تكون القوى غير الدستورية هي التي تتحكم في الإدارة. على هذه أنا نقول بأن نتفهم بعض الإخوة، ولكن نقول بأن ذلك سيطيل في عمر النظام أكثر من تغيير النظام. Akram Khrif, bienvenue, merci d'être avec nous, d'avoir été patient. Merci. On va terminer cette émission avec toi, chers collègues. On a eu l'évocation du sinistre nom de Abdelmalek Droudkel qui serait tombé au Mali, éliminé par l'armée française. Moi, j'ai fait un tweet pour dire que c'est quand même un échec pour l'armée algérienne de ne pas être celle qui a éliminé cet émir national
de l'AQMI j'ai fait mon calcul, qui est resté dans l'ex-wilaya 3 historique de l'ALN 4 fois plus longtemps que le colonel Amiroche, sans être appréhendé. Je suis désolé pour le parallèle, c'était pour montrer que l'efficacité de l'armée sur ce cas-là était discutable. D'abord, Drukdel, il n'est pas dit qu'il soit resté toute cette période. Toute cette période. On dit qu'il était dans la région de Tébessa, Khenchela, depuis 2014-2015. Il se pourrait même qu'il était contraint de quitter l'Algérie une période vers la Tunisie. Donc il n'est pas dit. C'est un échec. C'est un échec, effectivement. Ça aurait été mieux pour l'armée algérienne qu'il ait été tué par elle, ça c'est clair. Mais je pense que ça n'enlève en rien du mérite de l'armée algérienne d'avoir contenu quand même Al-Qaïda au Maghreb islamique sur son territoire de manière quand même remarquable. Là, il faut pas oublier qu'on est passé d'un statut d'un État où on avait 2-3 attentats chaque jour à pratiquement rien. Mais oui, c'est dommage. Justement, il s'est dit que peut-être, puisqu'on évoque cet aspect, peut-être qu'il y a eu, ça c'est beaucoup dit, et c'est même un reproche que la partie de l'état-major qui en voulait au DRS, on connaît le conflit entre l'état-major et le DRS, a laissé circuler qu'il y aurait eu un accord non écrit pour que Drutkel n'attaque plus Alger et qu'il ne soit pas attaqué dans son bastion en Kabylie. La première question, la question qui vient en avant, est-ce que c'est vraiment lui qui est responsable des terribles attentats de 2007, je les rappelle, contre le palais du gouvernement en mai et contre le Conseil constitutionnel et les Nations Unies à Hedra en décembre de 2007. Est-ce que c'est lui qui est responsable de cela? Oui, il est directement impliqué et responsable de ces attaques-là. Ça a été prouvé, ça a été démontré. Il a lui-même revendiqué, ces hommes s'en revendiquent aussi. Maintenant, concernant la deuxième partie qui est d'un accord entre les deux, d'abord, il ne s'agissait pas d'attaquer ou pas Alger. On voit que le rythme des attentats, des embuscades et des attaques a très fortement chuté ces dernières années. Donc ce n'est pas qu'Alger qui a été épargné, c'est tout le pays qui a été épargné. Je ne vois pas pourquoi, dans ce cas, il y avait eu une négociation pour qu'il y ait baisse de l'intensité de l'activité terroriste. Pourquoi il n'y a pas eu, à l'instar de dizaines ces dernières années de terroristes, pourquoi il n'y a pas eu reddition, pourquoi il n'y a pas eu, pourquoi Drukdel n'a pas bénéficié des mesures de la loi. Peut-être parce que Drutkel, c'est celui qui s'est opposé à Hassan Hattab, qui lui a choisi de rejoindre le Houdna, enfin pas le Houdna, mais bien plus tard, et qui est aujourd'hui en résidence surveillée, qui n'est pas jugé. Et Drutkel est celui qui a choisi de continuer et de rejoindre Al-Qaïda. Et ça fait de lui justement un faucon, quelqu'un qui a toujours refusé le dialogue, qui a toujours refusé de s'asseoir à la table de négociation ou de recevoir des émissaires. Et donc, ça rend cette théorie de deal tacite entre les deux un petit peu... c'est un peu pas très acceptable. Moi, personnellement, je n'y crois pas trop. Je pense que Drukdel a compris très vite que Hattab et la réconciliation nationale avaient emporté le gros des troupes d'AQMI. Il s'est recroquevillé avec sa Katib al-Khadra vers des zones qu'il connaissait, après vers des zones où il pouvait mieux se défendre, donc Khenchela Tebessa, et où il pouvait, le cas échéant, s'enfuir au cas où il y aurait eu des opérations antiterroristes majeures. Et en fait, le véritable mystère, c'est comment est-il arrivé jusqu'au Mali. On va chercher l'agence de voyage qui l'a fait voyager. Effectivement, ça peut être une des questions. On peut rappeler qu'Abdelzak Para aussi est détenu par l'armée, mais qu'il est au secret. Un autre grand chef du JSPC. Tout à fait. On n'a pas de nouvelles d'Abdelzak Para. Il avait été remis par les autorités, pas par les autorités tchadiennes.
par un groupe tchadien qui l'avait capturé aux autorités algériennes. Il est effectivement, il est en résidence surveillée, il est au secret. Je pense pas qu'il soit dans des conditions difficiles, mais effectivement, il n'a pas été jugé. Il n'a pas été jugé. Ouais, il est au secret. Oui. Est-ce qu'il y a un risque sécuritaire important? La mort de Droudkal vient nous rappeler que des terroristes importants continuent de sévir, continuent d'agir, même si ce n'était pas sur le territoire algérien. Est-ce qu'on entend l'ANP nous faire des communiqués de temps en temps sur les casemates qui auraient été détruites ici et là en Algérie? Est-ce que ce risque est toujours prévalent? Bon, le risque est mondial. On parle de l'Algérie. Non, le risque aujourd'hui concerne toute l'Europe, concerne toute l'Afrique du Nord. Il est là, mais on n'a probablement pas de risque de retomber dans une décennie noire avec un maquis terroriste conséquent qui se battrait pour prendre le pouvoir, quoi. Là, on est très très loin de ce scénario. Je pense là, c'est du wishful thinking, c'est un vœu pieux de ma part. Je pense que un petit peu comme Khalifa Haftar en Libye, Droukdal était un problème, posait un problème en termes de négociation avec les autorités algériennes. Il se peut que son successeur, qui n'est pas encore connu, mais bon, on peut imaginer que son successeur sera ou bien l'Annabi ou bien le Blidi, que ces deux personnes-là soient capables de, peut-être plus enclins à négocier qu'il ne l'était lui. C'est peut-être là aussi une opportunité pour les autorités pour siffler la fin de la partie, et dire bon voilà, trouvons une solution, c'est fini. Il faudrait encore qu'on ait politiquement envie qu'il y ait une fin de partie, ce qui me permet de poser la question à mes invités ici présents sur le plateau. Est-ce que le risque sécuritaire n'est pas un peu exagéré? On veut nous rappeler tout le temps qu'il y a toujours ce risque-là avec ces communiqués de l'ANP et à certains moments des arrestations de ce type ou la mort d'un chef terroriste. Je pense qu'il Est-ce qu'il y a encore un spécialiste des questions sécuritaires dans la rédaction de Liberté d'ailleurs? Non, pas vraiment. Ce qui était le cas dans tous les grands journaux pendant longtemps. Absolument. D'ailleurs, des fois, on a des difficultés. Honnêtement, quand il se passe quelque chose, à chaque fois, on cherche quelqu'un à interroger sur ces questions parce qu'on n'a pas vraiment de grands spécialistes. Mais je dirais tout de même que la sociologie a changé. Je suis d'accord avec Ikram lorsqu'il dit que aucun pays n'est à l'abri. C'est Akram, c'est pas Ikram. Donc personne n'est à l'abri, mais tout de même je crois qu'ils ont perdu le soutien de la population, et puis il y a un maillage sécuritaire qui ne le permet plus comme avant de disposer quand même de l'approvisionnement en armes et tout ça. Je ne pense pas que le risque est vraiment assez grand, mais sinon concernant ce qu'on nous annonce régulièrement, ça encore une fois ça revient à la communication. Ils nous ont jamais communiqué sur la réalité sécuritaire du pays. On n'a jamais eu de débat au niveau de l'Assemblée. C'est ça, c'est la question qu'on a évoquée tout à l'heure de la démocratisation. On n'a jamais eu de débat à l'Assemblée sur la situation sécuritaire du pays. Qu'est-ce qui se passe? On doit comprendre, il faut donner des comptes rendus, expliquer les enjeux. Et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on peut faire adhérer les gens contre. Mais quand tout se passe dans l'opacité, forcément, de temps en temps, les gens sont appelés à ne pas croire, à douter, ainsi de suite. Voilà. أستاذ أنت الأسبوع الماضي عزمتك للسي قلت لي نستراح في الجبل في الجيجل كي تروح لويا الجيجل في الجبل تحس روحك في أمان. لا الحمد لله. أولا نقول بصفة عامة يعني أعتقد بأن الظاهرة الإرهابية راهي ورانا والحمد لله. فقط أن كما قال كريم حقيقة يعني هذا القضية الملف الأمني يعني يتعالج ربما بطريقة غير شفافة، يعني حتى بالنسبة للمحاكم الجزائرية في بعض الأحيان ما تعرفش لماذا متهم صغير إرهابي صغير يحاكم وواحد مسؤول كبير ما يتحاكمش. لماذا؟ لأن ما عندناش المعلومات، ولكن نقول يعني بصفة عامة بأن الظاهرة الإرهابية في الجزائر هي وراء الشعب الجزائري، وبأن تطلعاته هو إلى الحرية والديمقراطية والكرامة.
استاذ على بالك مقلق بصح هذه نقولها لك كتبها لي واحد في الكونت تويتر تاعي quand la formation est tombée la mort donc de Droutkel, quelqu'un m'a écrit est-ce que Maître Bouchachi va présenter ses condoléances نظن باللي يشير les condoléances l'Abbasi Madani donc نبلغ لك الاستاذ هذه pour dire quelle est la différence. لا انا نظن باللي كاين كثير من الاخوه عندهم يعني نوع من التطرف في الطرح لما يتوفى شخص اللي ربما أنا عرفته قبل ما يمارس السياسة كأستاذ في الجامعة، فلما نقدم تعازي العائلة يعني ما يقدرش يؤخذ بطريقة سلبية على هذا النوع من المواقف، هذا النوع من التعليق اعتقادي بأنها لا تخدم الجزائر. وكثير من الإخوة اللي بدعوة نظام من أجل الديمقراطية يقومون بمساعدة النظام بطريقة غير مباشرة. مهمتنا اليوم للانتقال إلى ديمقراطية حقيقية هو أننا نتفق جميعا ونتفق على الحد الأدنى، وهو الذهاب إلى ديمقراطية، إلى دولة الحقوق والحريات لكل الفئات والحساسيات يجب أن تحترم. لكن الإخوة اللي يحبوا يعزلوا جزء من الشعب الجزائري أنا نقول بأنكم لا تخدمون الديمقراطية وإنما تخدمون استمرار النظام. شكرا أستاذ، شكرا Karim Kébir. Merci beaucoup Akram Khrif d'avoir participé, d'avoir été patient surtout jusqu'à la fin de cette émission et de nous avoir éclairé sur le parcours de Droutkel, chef de l'AQMI décédé, abattu au Nord Mali la semaine dernière. Je ne terminerai pas cette émission sans rappeler que son présentateur Khaled Rani est en prison depuis 64 jours et que c'est le 12e CPP qui se tient sans lui. Il y a un message que Khaled Rani a tenu à ce que je transmette, qu'il m'a envoyé avec Maître Zoubida Assoul, ça date d'hier. Il m'a demandé d'inviter Ahmed Ben Saada qui vient de sortir un livre où il attaque le Hirak et les supposés défenseurs du Hirak. Donc je m'en tiens à ce que demande le présentateur du CPP. Je lance solennellement une invitation à Ahmed Saada pour venir ici nous expliquer. Je vais essayer de lire son livre et faire une émission avec lui sur son livre qui prétend qu'il y a que des prétendus qui fait le zoom, la lumière sur les prétendus leaders, les autoproclamés leaders du Hirak, notamment les journalistes autoproclamés. Je pense qu'il faisait référence à Khaled Rani. Là, l'invitation à Ahmed Ben Saada est lancée, Khaled Rani, du lieu où tu te trouves. Je sais que tu ne nous entends pas, mais cela est fait. Shukran jazilan ala al-mutaba'a, shukran ustad al-hudur. Merci beaucoup. Merci et à mercredi prochain, Inch'Allah. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb.